Que savez-vous de l'histoire de la résistance? Que savez-vous des francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée? Nous allons parler tout de suite avec une légende, Léon Landini. Bonjour à vous, bienvenue à l'Université numérique de La Réunion. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle causerie de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, Léon Landini, résistant français, dernier survivant des FTP-MOI, qui va nous parler de la résistance à l'occupation nazie. Bonjour Léon Landini. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors Léon Landini, c'est un grand honneur pour nous de vous avoir chez nous, en visioconférence. Je vais rappeler brièvement votre parcours biographique. Vous êtes issu d'une famille de réfugiés politiques italiens ayant fui le fascisme de Mussolini. Vous avez grandi dans le sud de la France. Vous avez été marqué dès votre plus jeune âge par les luttes de vos aînés contre l'oppression. En 1942, durant l'occupation nazie, vous adhérez au Parti communiste clandestin et vous vous engagez dans la résistance au sein des francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée, les fameux FTP-MOI. En 1944, vous êtes appelé à Lyon, épicentre de la résistance contre les nazis. Vous avez été arrêté, torturé par la Gestapo de Klaus Barbie, mais vous avez réussi à vous évader et vous avez pris la tête d'une brigade de 200 résistants jusqu'à la libération. Alors vous allez nous parler de tout cela. Il faut savoir que vous êtes grand mutilé de guerre, vous avez reçu la médaille de la résistance, vous êtes officier de la Légion d'honneur et vous êtes l'un des rares à avoir reçu de la part de l'Union soviétique une décoration pour fait de résistance. Alors Léon, j'ai pas mal de questions à vous poser et je vais commencer par la première. Vous êtes né en 1926, je disais, à San Rafael, au sein d'une famille d'immigrés italiens. Votre père, Aristide Landini, était un charbonnier originaire de Toscane. Il avait fui le fascisme mussolinien en 1922. Votre famille a toujours été engagée dans la résistance, puisqu'il faut savoir que votre père a participé à sa première révolte à l'âge de 14 ans, en 1904, contre la tyrannie d'un comte local qui voulait spolier les terres communales. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire? Oui, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est que dans 2 ans, j'ai 100 ans. Alors que ma mémoire, par moment, il faut que je bataille un peu pour la dompter. Alors, je reviens donc au départ. Mon père était d'une famille très pauvre en Toscane, dans des petits villages, au point que ma mère, elle était malade, on l'a déplacée de son lit pour aller au bord de la route pour voir passer les voitures sans chevaux. C'était les premières voitures à pétrole qui passaient. Donc ça remonte loin, bien que ma mère était vivante, c'est pas tellement loin ces choses-là. Et mon père, il y a eu une manifestation pour s'opposer au comte qui avait déjà saisi les terres communales. Et il y a eu une manifestation par les paysans du coin, parce que c'était tous des ouvriers agricoles dans le coin. Il y a eu une manifestation et c'est les gardes mobiles qui sont venus et qui ont chargé les manifestants. Et le manifestant qui était en tête de la manifestation avec un drapeau rouge à la faucille et le marteau, il a été tapé et le drapeau est tombé par terre. Mon père, qui était âgé de 14 ans, a pris le drapeau, il s'est mis en tête des manifestants, il a été arrêté et à 14 ans, on l'a gardé quand même 48 jours en prison avant de pouvoir sortir de là-dedans. Donc déjà, il était formé. Ce qu'il y avait en plus, c'est qu'il y avait des étudiants socialistes à l'époque qui venaient de la préfecture dans les petits villages
et que mon père se passionnait parce qu'il donnait des cours sur le socialisme, sur le capitalisme, etc. Et c'est un de ceux qui assistait à toutes les réunions et qui a déjà, dès l'âge de 14 ans, commencé à se former idéologiquement. Ça a été donc les premiers pas avec la connaissance de la situation politique et laquelle il fallait se battre pour changer ces choses-là. Voilà, ça c'était le départ tout à fait à cette époque-là. Alors Léon, quel souvenir avez-vous de votre enfance et de votre jeunesse? Eh bien, à cette époque-là, moi je n'étais pas né, bien sûr, mais les choses ont évolué. Ils ont réussi à reprendre les terres communales. Mon père a formé une coopérative agricole dans laquelle il était le secrétaire de la coopérative. Et avant la coopérative, le seigneur, le comte, avait un régisseur. Le comte venait, il avertissait un gars en lui disant, voilà, il y a une coupe de bois où il y a des charbons à faire à tel endroit, débrouille-toi avec le personnel, je vous donnerai tant par sac de charbon. Et il ne s'agissait pas de discuter, il fallait absolument accepter ça ou rester sans travailler. Mais lorsqu'il y a eu la coopérative, les choses ont commencé à évoluer. Quand le patron ne payait pas le prix qu'il souhaitait, eh bien, plus ou moins, on les faisait travailler à la coopérative et ils avaient un tout petit salaire. Et un jour, ça c'était déjà un geste spectaculaire, un jour, ils ont décidé d'allouer une forêt. Et le régisseur est venu voir à la coopérative, il est venu voir mon père. Et mon père lui a dit, bon, ben, cette forêt, il faut tant par sac de charbon. Et l'autre lui a dit, non, non, c'est beaucoup trop, je peux pas donner ça, mais je te donnerai, je prends un exemple, mais qui ne correspondait pas à cette époque-là, je donnerai 2 francs, 2 lires par sac de charbon, et à toi, tu me laisses faire, je te donnerai 3 lires. Et mon père insistait, il dit, mais vraiment 3 lires? Il a dit oui. Alors il ouvre la porte, il y avait tout un tas d'ouvriers dehors, il dit, ben, bonne chance, on vient de nous annoncer que maintenant on va pouvoir travailler à 3 lires. Alors, bien entendu, tout se discutait avec la coopérative, c'était fini où on prenait un individu tout seul. Mais cela avait même fui dans les villages autour. Quand dans les villages autour, on leur demandait de faire un travail, ils disaient, mais nous, on veut que le travail soit décidé, les prix par la coopérative. Et ils se trouvaient donc en difficulté avec mon père. C'est un petit peu une des raisons principales pour laquelle, au moment du fascisme, eh bien, ils l'ont poursuivi à 3 reprises à coups de fusil. C'est-à-dire qu'un dimanche matin, les fascistes sont venus, des fascistes de l'extérieur, avec 2 camions dans le village, parce que c'était un village, une mairie socialiste. En Toscane, il y en avait plusieurs de mairies socialistes. Et c'était donc une mairie socialiste. Ils sont venus dans le village et ils ont commencé à taper aux portes. Il y avait les carabiniers qui, au lieu de les empêcher, leur désignaient les portes de ceux qui s'étaient fait le plus remarquer dans la bataille contre le comte. Et dès qu'ils sortaient dehors, on les abattait. Et il y a eu, je crois, si ma mémoire est bonne, 14 personnes qui ont été abattues, et il y en a eu 50 ou 60 qui ont réussi à fuir, mais blessés. Et mon père, qui ne se trouvait pas là, donc ça n'est sorti. Mais à 3 reprises, les fascistes l'ont poursuivi à coups de fusil. Et moi, j'ai conservé le souvenir. La première fois où je suis allé en Italie, j'avais 20 ans. Lorsque je suis arrivé, j'étais tout seul dans le village de mon père. Il y avait une dame qui était sur un petit balcon. Et quand elle m'a vu, elle me dit, c'est toi, Léo? Je dis, oui, pourquoi? Elle me dit, tu vois les trous qu'il y a dans le mur en face? Je dis, oui, mais c'est quand les fascistes tiraient à ton père. Alors, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et lorsqu'on parle de tous ces gens fusillés, moi j'ai vu ma mère, et quelques années plus tard, lorsqu'on parlait de ça, elle se mettait à pleurer. Alors la haine des fascistes, bien entendu,
elle remonte très très loin, de venir massacrer des gens qui n'avaient commis aucun délit et que tout ce qu'ils souhaitaient, c'est de pouvoir travailler et gagner leur vie, ce qui n'était pas le cas depuis déjà très très longtemps. Voilà donc le début. Allez-y, je vois que vous voulez me parler. Alors Léon, donc l'oppression fasciste oblige votre père à s'exiler et il se réfugie donc dans le Var, où vous êtes né. Quel souvenir avez-vous de cette période de votre jeunesse dans le Var? Alors d'abord, revenons, ils n'ont pas obligé, c'est lui qui a fui. Il a été poursuivi à 3 reprises et convaincu qu'une fois ou l'autre, il ne le raterait pas parce qu'on lui tirait dessus. Et il a pris sa valise, il est parti, et il a débarqué à Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle, il était tout seul. Sa femme, ses 2 enfants, mon frère et ma sœur, étaient restés en Italie avec les beaux-parents. Et arrivé en Meurthe-et-Moselle, mon père a constaté que les Français, il y avait une colonie italienne assez importante, que les Français n'aimaient pas les Italiens. Et mon frère est allé à la fédération, mon père est allé à la fédération du Parti communiste en disant comment se fait-il que lieu qu'il y ait l'union entre les Italiens et les Français n'aiment pas les Italiens. On lui a répondu pour une raison bien simple. Les Français, vous travaillez au wagonnet de fer, et vous êtes payé en fonction du nombre de wagonnets. Les Français, sachant que c'est très dangereux de travailler quand ça n'est pas boisé, les mines. Alors, boisent sérieusement. Et vous ne boisez pratiquement pas, avec le risque de vous faire attraper sous un écroulement. Alors, bien entendu, ils ne peuvent pas manifester, ils ne peuvent pas faire grève en disant mais les Italiens ne feront pas grève, ne nous suivront pas. Mon père lui a répondu, ça c'est pas tout à fait d'accord. Il a commencé à travailler moralement avec les Italiens, et puis un soir, ils sortaient de la mine, ils ont fait le barrage, les Italiens, en leur disant non, c'est grève, on ne travaille pas, à ce prix-là, on ne peut plus travailler. Il faut travailler dans d'autres conditions. Mais là, j'ai sauté le temps de guerre, la guerre de 1915 en Italie. Mon père, comme tous les Italiens, son frère qui avait 8 ans de moins que lui a été rappelé. Un jour, ils ont reçu une lettre qu'il avait disparu. Ma grand-mère pleurait comme une pauvre Madeleine et on n'a jamais su où il était disparu. Et donc, il a été sur le monument encore maintenant et a écrit son nom de ceux qui ont été tués pendant la guerre. Mon père, quand il a été rappelé pour partir au front, il a d'abord simulé la folie. Et ça n'a pas marché. Et quand ils ont voulu l'envoyer au front, il a dit non. Moi, le capitaine expliquait qu'on allait défendre la patrie. Il a dit mais quelle patrie? Moi, j'ai pas de patrie, moi. Moi, je pars à la forêt. Je passe 15 jours, 20 jours à la forêt à faire du charbon de bois, sans dormir la nuit parce qu'il faut aller surveiller les charbonnières. J'ai une vie de misérable. Je dors dans des baraques faites avec des branchages sur des branches par terre, et je vais défendre ça, alors que le comte, lui, tous les jours, il envoie son régisseur au bureau de tabac acheter un paquet de cigares. Alors, il dit qu'eux, ils aillent la défendre. Eux, ils ont une patrie. Moi, je n'en ai pas de patrie. Et donc, il a déserté. Il a fini par être attrapé un soir où il s'était rendu. Il souffrait de la faim. Il s'est rendu chez un de ses oncles. Il y a des gens qui l'ont vu, qui l'ont dénoncé, et ils l'ont arrêté. Quand il est passé en tribunal, le président du tribunal, il lui a dit « Mais vous, monsieur Landini, qu'est-ce que vous avez à dire pour vous défendre ?» Il dit « Monsieur le président, je veux que vous sachiez que je suis d'une trempe qui rompt, mais ne plie pas. Et que si demain, j'avais l'honneur d'être membre d'un tribunal du peuple, pour les gens de votre espèce, ce serait tous la peine capitale. » Alors, je vais vous enlever l'envie de la peine capitale. Il a été condamné à 20 ans de prison. Mais en Italie, il y avait 800 000 déserteurs. C'était pas la France. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Il y avait ceux qui étaient au front, il y avait ceux qui étaient morts, ceux qui étaient prisonniers. Il n'y avait plus d'hommes dans les villages. C'était les femmes qui faisaient le travail des hommes parce qu'il n'y avait plus d'hommes pour faire le travail.
Et dès le mois de janvier, suivant le 18 juin, dès le mois de janvier, ils ont commencé, ceux qui étaient prisonniers pour désertion, à ce qu'il y a une amnistie générale, ils les ont renvoyés. Ce qui veut dire que mon père est arrivé à la maison avant ceux qui étaient partis au front. Parce que ceux qui étaient partis au front en rentrant, il a fallu qu'on les regroupe dans les casernes, qu'on leur fasse les papiers, qu'on les amnistie, enfin, etc. Et mon père avait été, lui et les autres, ils étaient 800 000 qui sont revenus à la maison. Là, ça, c'est déjà la première chose qui détermine le caractère d'un drôle d'individu, je dirais. Ensuite, les choses ont passé. Mon père a fait les campagnes électorales. Il était adjoint au maire dans son village, qui était une mairie socialiste. Et au moment de la création du Parti communiste internationalement, mon père s'est battu pour devenir communiste. Et il a eu raconté avec d'autres de ses copains devant moi, alors que j'étais un petit genou, comment il considérait qu'il fallait se battre si on voulait pouvoir vivre dignement, que c'était inconcevable que des gens roulent dans la fortune et que d'autres n'aient pas de quoi donner à manger ou une bouteille de lait à leurs enfants. Et ça, j'étais gamin quand ça a commencé avec ces discussions. Lorsque des gens avaient des ennuis politiques, eh bien, ils débarquaient à Saint-Raphaël et ils venaient chez nous. Parce que mon père n'est pas né à Saint-Raphaël. Moi, je ne suis pas né à Saint-Raphaël, je suis né au Muy, à 18 km de là. Et après, on a vécu à Saint-Raphaël. Au moment de la guerre, nous étions à Saint-Raphaël. Voilà un petit peu en abrégé cette période qui déjà détermine l'esprit de cette famille. Lorsque le Parti communiste français a voté pour que le parti se divise et que les communistes d'un côté et les socialistes de l'autre, mon père, dans son village et les villages autour, il allait faire les réunions pour que on prenne des communistes. Et mon père, donc au conseil municipal, était l'adjoint du maire, mais comme communiste, non pas comme socialiste. Et donc, j'abrège, je vais un petit peu plus loin. Au moment où les fascistes ont commencé à prendre du poil de la bête, ils sont venus, ils passaient dans des villages, parce qu'en Toscane, il y avait pas mal de petits villages où c'était les socialistes. Et ensuite, avec la séparation des communistes et des socialistes, il y avait des villages où il y avait les deux, des villages où c'était les communistes qui avaient pris le pouvoir. Les fascistes ont commencé si j'ai bonne mémoire, c'est à Pise, lorsqu'ils sont arrivés avec les camions pour aller punir l'Amérique communiste et socialiste de Pise, les gens de Pise, les chasseurs, etc., il y a eu pendant 2 jours des batailles à coups de fusil parce qu'ils n'ont pas voulu donner la municipalité aux fascistes. Au point qu'au bout de 2 jours, les fascistes sont retirés, ce qui signifiait qu'il y avait des endroits où la résistance, elle prenait un certain corps grâce à quelques-uns de camarades, de ceux qui avaient subi une certaine formation par les jeunes qui venaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui venaient de la préfecture de Grosseto et qui venaient dans les villages avec des livres, ils apportaient des brochures. Je me souviens, moi, d'une brochure que mon frère m'avait lue sur cette période-là, où les communistes, quand les communistes ont pris le pouvoir en Russie, les communistes partaient dans les villages pour créer des coopératives, etc. Et quand il est allé, lui et d'autres, dans un village, quand ils sont arrivés, les gens ne les voulaient pas, parce que les Blancs, parce qu'il y avait des Blancs qui étaient, les Blancs leur avaient dit que pour que la production soit plus importante, les vieilles qui ne pouvaient plus travailler, on leur ferait couver les œufs. Et il a fallu donc qu'ils se battent là-dessus. Jusqu'au moment où les fascistes,
ils ont pris du poil de la bête, ils avaient la police avec eux, ils attaquaient les villages, ils en tuaient. Je répète, au village de mon père, il y a eu, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 14 morts et une soixantaine de blessés. Alors, ils n'y allaient pas de main morte, hein, pour faire régner la terreur. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à poursuivre les plus en vue, parmi lesquels, dans le village où il y avait mon père. Et je répète, à 3 reprises, il a été poursuivi à coups de fusil, et puis il a dit, bon, je ne peux pas rester là, c'est pas possible, une fois ou l'autre, ils vont m'attraper. Alors, je vais partir en France, et il est parti en Meurthe-et-Moselle. Et en Meurthe-et-Moselle, au bout de quelque temps, c'est lui qui a organisé, en communion avec les Français, qui a organisé la grève dans les mines pour obtenir des salaires décents. Et puis, la police a commencé à lui chercher des poux. Et la fédération du Parti communiste lui a dit, tu sais, il vaut mieux que tu te lèves de devant, parce qu'un jour ou l'autre, ils t'apprennent, ils te ramènent en Italie, ils te mettent entre les mains des fascistes, et je pense que tu devines ce qui t'arrivera. Il savait pertinemment que s'il retournait là-bas, il n'allait plus nulle part avec ça. Alors, bon, il a réfléchi, il y avait une communauté importante d'antifascistes italiens qui vivaient dans un petit village du Var, au Muy, et qu'ils avaient correspondu par lettre, et il a fait venir sa femme et ses enfants en Meurthe-et-Moselle. Quand ils ont été là, une anecdote qui portera à sourire, ma mère, quand elle est partie, qu'elle n'avait jamais voyagé de sa vie, elle est partie de son pays de Toscane, elle avait une malle avec ses affaires, et dans toutes les gares, elle descendait parce que c'était bagage accompagné. Moi, je l'ai connu d'ailleurs dans ma jeunesse, il y avait un wagon pour les bagages accompagnés dans tous les trains. Alors, il y avait bagages accompagnés, elle descendait, elle regardait sa valise si elle descendait, elle attendait qu'on la remonte, elle remontait dans le train. Si sa valise restait sur le quai, elle attendait qu'on vienne la prendre, et avec ses 2 gosses, elle suivait la valise. Et elle a fini par arriver dans le village où il y avait mon père. Alors bon, ça a fait la fête, ils l'ont reçu fraternellement, là tout de suite elle a eu un petit appartement, on lui a donné des meubles, on lui a donné un matelas, et le lendemain matin qu'on lui avait donné le matelas, mon père l'a pris sur le dos, il est allé le jeter dans la rivière parce qu'il y avait des punaises qui grouillaient dans le matelas. Il n'avait jamais vu ça, il a fallu qu'il aille en France pour connaître ça. Et au Muy, ils ont commencé à militer, il y avait pas mal de militants communistes au Muy, et c'était devenu quand même un bastion rouge. C'était les socialistes qui étaient au pouvoir, donc ils avaient été virés, mais les communistes, au point qu'ils avaient fait un jardin, le jardin des prolétaires, que dans le village, on appelait ça le jardin communiste. Il devait y avoir pas loin d'un hectare, dans le village, pas loin d'un hectare. Ils avaient fait un truc pour danser ou pour faire. Ils avaient une tribune. Il y avait des gens. Ils ont joué des pièces de théâtre à la commune. Enfin, c'était un début de socialisation dans ce petit village. Et mon frère a fait faire une grève dans une usine d'agglomérés de Liège, et il a été menacé d'être expulsé. Alors, on avait un cousin germain qui se trouvait à Douai, qui travaillait dans les mines de Douai. On a tout embarqué comme des Arabes, et hop, en route pour Douai, chez le cousin. Chez le cousin, ils ont trouvé tout de suite du travail dans les mines. Là, il y avait toujours besoin de personnel. Ils se sont mis à travailler dans les mines, et Maurice Thorez est venu parler. Et quand Maurice Thorez est venu parler, les gardes mobiles à cheval ont foncé dans la foule pour tâcher d'arriver jusqu'à Maurice Thorez. Et les jeunes, comme toujours, qui étaient les plus bagarreurs, ont fait barrage. Il y a eu des blessés assez graves des 2 côtés, mais ils ne sont pas arrivés à Maurice Thorez. Mais mon frère avait été remarqué comme un de ceux qui étaient à la tête des bagarreurs. Et on l'a averti qu'il risquait d'être expulsé.
Alors, on reprend les bagages. Moi, je me souviens de quand on est parti. Mon frère, il était aux jeunesses communistes. Ils avaient fait une fête dans la maison où on était, et avec les jeunes des jeunes communistes, et ça, je m'en souviens, ils étaient venus danser à la maison, et le lendemain matin, mon frère est reparti, le temps de régler les problèmes, et toute la famille, derrière, on est retourné au Muy. Voilà déjà un premier départ qui explique que on n'est pas devenu communiste. On l'était. Dès la naissance, j'ai été élevé avec la haine du fascisme, avec la nécessité absolue de faire front, quels qu'en soient les dangers, et ça m'a toujours tenu. Dans 2 ans, je vais avoir 100 ans. Et je crois que c'est cet idéal qui me donne la force de continuer à me battre encore aujourd'hui, quand tu sais la bataille que j'ai menée pour Manouchian, tout avait été préparé pour Manouchian, pour pas qu'on puisse mettre en évidence qui était Manouchian. On va en parler, Léon. On va en parler, Léon. Une question alors. Durant l'occupation italienne, naturellement, toute votre famille s'engage dans la résistance. Quel souvenir avez-vous de ce moment historique? Alors, sur la Côte d'Azur, là, oui, je l'avais sauté, ce morceau qui est pourtant important. Sur la Côte d'Azur, la France n'était pas occupée. Il y avait une commission d'armistice dans lesquelles il y avait des Italiens, un hôtel à Fréjus-Plage, à côté de chez nous, il y avait une 20aine ou 30 Italiens, dont quelques-uns étaient assez rouges, parmi les Italiens qui occupaient, des militaires, et donc on n'était pas occupé. Et le jour où les Italiens ont envahi, les Allemands ont envahi, et les Italiens, le soir à la maison, mon père, on était tous à table, mon père et dit, mes enfants, je crois que notre résistance est finie. Parce qu'on mettait des tracts, on allait faire des inscriptions. Bon. Il dit, notre résistance est terminée. J'ai quitté l'Italie poursuivi à coups de fusil. Ceux qui m'ont poursuivi sont ici aujourd'hui. Et on va les laisser tranquilles? Il dit, non, il faut qu'on leur fasse comprendre que la liberté, elle est pour nous et qu'ils aillent faire ce qu'ils veulent, mais en Italie, pas ici. Et ma mère a dit, oui, mais tu sais, si on arrive à se battre, il risquera à la libération, quand ça va finir, il manquera peut-être des gens autour de cette table. Et mon père lui a dit, mais oui, mais de toute façon, on ne peut pas accepter quelqu'un qui ne se bat pas pour sa liberté est indigne de la liberté. Il faut donc qu'on se batte pour qu'on ait la liberté. Et ma mère a dit, oui, mais dans l'armée italienne, il y a peut-être mes frères, il y a peut-être mes neveux. Et mon père lui a dit, oui, mais quand leur capitaine leur dira de tirer, ils tireront. Alors, c'est regrettable, mais on n'ira pas leur demander les papiers, il faut qu'on tue. Mon frère, qui était déjà un homme à ce moment-là, il dit, mais papa a raison. On ne peut pas accepter qu'ils viennent aujourd'hui, ce qu'ils ont fait en Italie, qu'ils viennent le faire ici. Il faut qu'on les tue. Et plus on en tuera, plus on a des chances d'être libérés rapidement. Voilà, lorsque les Italiens sont venus, alors moi j'étais encore un gamin, j'avais 16 ans, guère ou plus, et j'avais un copain, Jean Carrara, dont une rue de Fréjus porte le nom. Jean Carrara, tous les deux, sans l'avoir dit à personne, on avait acheté des petits autocollants. Pétain, tu as trahi la France, du pain et pas l'occupation, enfin, et on allait coller ça. Et puis, comme deux gamins, pas trop malins, on est allé les coller sur la porte du commissariat. Et ça fait une petite révolution à Saint-Raphaël, quand ils ont trouvé ça sur la porte du commissariat. Et mon frère, quand il a vu ça, il m'a attrapé dans un coin, il m'a dit, c'est toi qui fais ces conneries, hein? J'ai dit oui, avec ton copain Jeannot. Il dit oui. Alors il m'a dit, maintenant tu arrêtes.
tout de suite. Parce que si on t'attrape, c'est toute la famille qui va y passer. Alors, lorsque le moment sera venu, je te le dirai et tu viendras avec nous. Et donc, on s'est arrêté, mais un jour, les Italiens qui avaient occupé, c'était à l'époque du débarquement, quand ils devaient débarquer. Tu vois que ça s'embrouille un petit peu dans ma cervelle. Quand ils devaient débarquer, on a reçu des directives des FFI, pas des FTP, des FFI, en disant, avec le débarquement, ils vont, ça c'était fin mars, début avril 42. Et les Italiens, ils vont nous menacer comme ils l'ont fait en Italie, et il faut qu'on les tue. Et mon frère est intervenu en disant, papa, il a raison, tu sais, maman. On risque notre vie, on le sait, mais c'est pas en collant des étiquettes qu'on va les faire partir et qu'on va leur faire comprendre que la liberté est assez chère pour qu'on risque notre vie. Alors il faut qu'on se batte. Et donc on a commencé le jour où ils devaient débarquer, occuper. On avait reçu comme directive des FFI de quitter les maquis, de quitter la ville et de partir au maquis. Parce que là, c'est un problème qui est ignoré pour beaucoup de gens, entre le maquis et la guérilla urbaine. C'est deux choses totalement différentes. Au maquis, on est en contact avec des camarades, il y a la fraternité, l'amour qu'on se porte l'un à l'autre. En ville, c'était pas ça du tout. En ville, chacun vivait tout seul. Il nous était recommandé de ne pas nous retrouver, d'abord pas d'armes sur soi, les armes c'était l'armurier, on allait les prendre quand il y avait une opération à faire, l'opération finie, on allait rendre les armes. On ne se promenait pas avec un revolver ou une autre arme sur soi. Alors là, on avait donc fait une distribution de tracts. Mon frère avait organisé avec Oscar Marucci, et le lendemain matin, quand on est sorti, je me rappelle, on s'est retrouvé avec Jeannot, on était comme deux frangins tous les deux, et puis les gens ils disaient, mais nom de Dieu, il y a des tracts partout, mais on n'a pas entendu les avions qu'ils survolaient pour nous envoyer. Comment ils ont fait distribuer les tracts comme ça? C'était alors que mon frère avait préparé avec Oscar la ville en morceaux, et deux copains de chaque morceau. À telle heure, on distribue les tracts, et immédiatement après, on rentre à la maison. On ne reste pas traîné dans les rues. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, on a commencé à parler de résistance armée. Et je vais rapidement... Une des actions à laquelle j'ai participé, on a balancé des grenades dans un truc où il y avait des soldats italiens. Il y avait eu 2 soldats de blessés. Ensuite, mon frère et Oscar, ils avaient préparé avec l'armurier du coin, qui n'était pas ni communiste ni rien, mais qu'il était d'accord pour qu'on attaque les troupes d'occupation, une valise pleine d'explosifs, et il y avait un restaurant dans lequel il faisait un gueuleton, il devait y avoir 195 chemises noires. Le restaurant était ici, par exemple, avec une plateforme extérieure qui servait de trottoir. Et de l'autre côté, comme le terrain était en pente, de l'autre côté, on était au premier étage. Alors, les copains, les grands, avaient calculé que l'explosion, la puissance de l'explosion, plus loin il y avait la mer, qu'ils devaient tous apprendre à nager, qu'ils étaient balancés à la mer. On est arrivé, il y avait des copains qui nous servaient de protection. Jeannot et moi, on est allés, on allumait la mèche, parce que c'était une mèche à Namadou, qui devait durer un quart d'heure, et on a quitté, et on est passé hors Saint-Raphaël pour rejoindre, parce que nous habitions sur Fréjus-Plage. On est passé
par-dessus. Et quand il a sonné 9 heures, elle devait exploser après 9 heures, nos bombes, pour pas blesser des civils ou quoi. Et il a sonné 9 heures, on s'est arrêté. Puis ça n'explosait pas. Et ça n'explosait pas. Alors, moi j'ai dit, ben, on va retourner voir ce qui se passe. Et Jeannot, qui est un peu plus vieux, il avait 1 an et demi de plus que moi, il dit non, camarade, non. Si quelqu'un nous voit, on sait tout de suite que c'est nous qui avons mis la bombe. Tant pis, elle n'a pas explosé, on en mettra une autre, mais on rentre à la maison. Mon frère, qui savait que j'allais déposer la bombe, il a passé une nuit épouvantable. Et le matin, à peine le couvre-feu a été terminé, il est parti, avec sa voiture, il avait sa femme à côté de lui, il est parti passer devant le restaurant. Et au moment précis où il est passé devant le restaurant, il a vu une femme de ménage qui a ouvert le sac, là, et qu'elle a vu la bombe, elle s'est tombée, elle est rentrée en criant. Mon frère, il a dit non, partons, si on nous voit ici, on va croire que c'est nous qui sommes venus la mettre. Et à partir de là, l'OVRA, c'était la Gestapo italienne, est venu, il a arrêté Oscar Marucci, qui était l'alter ego avec mon frère, un copain Zuru. Ils sont allés chez Jean Carrara, mais Jean Carrara n'était pas chez lui. Ils sont venus chez moi, et j'avais pas encore 17 ans, hein. Ils sont venus chez moi, Jeannot était chez moi. Mais ma mère, quand elle a vu les carabiniers italiens rentrer dans son jardin, elle a poussé Jeannot, elle a dit, saute le grillage derrière la maison, va-t'en, ils viennent pas ici pour rien, hein. Alors Jeannot est parti, il a fait le tour de la maison, il est venu repasser devant. Et lui, il n'a pas vu les copains qui étaient dans le camion, mais eux l'ont vu passer et ils savaient qu'ils étaient pour l'arrêter. Ils sont venus chez moi, moi je n'y étais pas, ils ne m'ont pas arrêté. Alors les décisions qui ont été prises par nos camarades de Toulon, c'est que Jean Carrara part immédiatement à Nice rejoindre les FTP-MOI. Et moi, il fallait que je débarrasse, mais je n'avais pas encore 17 ans. Ils ne pouvaient pas m'envoyer comme ça avec des adultes. Alors, Tournevire, ils ont fini par décider que c'est ma belle-sœur qui a présenté ça. Elle avait un oncle en Creuse, le père Legros. Elle a dit, ben, on va l'envoyer avec le père Legros. Mais ma mère, elle a dit, ben, on ne va pas l'envoyer tout seul, on va tous y aller. Excepté mon père et mon frère, qui, eux, ils coupaient du bois, ils faisaient du charbon, il fallait le vendre. Sinon, on n'a pas de sous. Ils sont restés pour vendre. Et moi, je suis parti. Alors, je ne voulais pas partir. Et on m'avait expliqué en long, en large, en travers, qu'en Creuse, ils n'attendaient plus que moi pour faire la révolution. Alors, je me suis laissé convaincre et je suis parti en Creuse, mais personne ne m'attendait pour faire la révolution. Et pendant plusieurs mois, j'ai travaillé avec les paysans. J'ai travaillé la terre avec les paysans. Et puis, on me dit, à Belsauve, un petit village à côté, il y a des maquisards. Ah, je venais les voir. Ma mère, elle m'a dit, sois prudent, mon petit. Sois prudent, que ce ne soit pas des miliciens qui se font passer pour des maquisards et quand tu vas discuter avec eux, ils t'attrapent. Elle me dit, sois prudent. Je suis parti à Belsauve et je commençais à regarder, à écouter. Et puis, j'ai vu un type que je savais qui avait été communiste et qui discutait avec un Italien. Et qu'ils se sont serrés la main. Alors, le type là qui avait serré la main à l'Italien, je vais le voir, je lui dis, dis donc, moi je souhaiterais partir avec eux. Il me dit, ben, je vais te présenter au responsable. Le responsable, il me dit, mais tu es trop jeune, et puis quelle garantie on a sur toi? Il dit, mais les garanties, c'est que mon père et mon frère, entre-temps, mon père et mon frère ont été arrêtés. Ils sont arrivés, ils avaient une petite maisonnette où ils mettaient leur charbon pour vendre le charbon aux gens. Quand ils sont allés prendre le charbon, ça faisait 3 ou 4 jours qu'ils n'y avaient pas été. Puis 3 ou 4 jours, il y avait des carabiniers italiens qui l'attendaient. Et là, ils sont arrivés, ils les ont pris tous les deux. Ils les ont emmenés dans une villa un petit peu à l'écart et les ont interrogés. Mon frère, après l'interrogation, est resté 6 heures dans le coma. Pas de voir que les mots avaient frappé fort.
Mon père, il était tout défiguré, et mon frère simulait la folie. Il se faisait ses besoins dessus, il mangeait pas, il fallait lui mettre les cueilleurs comme ça pour le faire manger, et il n'y avait que mon père qui savait que son fils n'était pas fou. Mais les autres, tout le monde savait qu'il était fou. Et c'était une villa, l'île verte, à Saint-Raphaël, où les Italiens avaient pris une grande villa, et il y avait un jardin, il y avait un banc, et mon frère était sur le banc. Et des gens m'ont raconté après que quand il passait sur la route, il le voyait, il avait de la bave et des mouches ici, et il ne bronchait pas. Il avait les yeux fermés avec les mouches ici. Et ça a duré presque 8 mois, cette histoire. Ensuite, il restait encore 4 mois qu'ils n'avaient pas fait. Ils les ont embarqués et ils les ont menés aux prisons nouvelles à Nice. Oh, tout ça, quand on me demande ce que j'ai fait, tu comprends que malgré tout, je n'avais pas besoin de professeur, hein. Je les avais à la maison. Et ils les ont menés à Nice aux prisons nouvelles. Et quand les Italiens ont signé l'armistice avant les Allemands, ils sont venus dans la chose, il y avait une grande pièce où ils étaient une trentaine couchés par terre, arrêtés. Les Italiens sont venus, ils ont dit « Per noi la guerra è finita », pour nous la guerre c'est fini, on rentre à la maison, on a signé la fin de la guerre, ben, on en avait marre, c'est tant mieux comme ça. Et ils sortent, les Italiens. Et en sortant, ils referment la porte à clé. Mon frère se dresse et puis il dit, mais si on ne casse pas la porte, c'est les Allemands qui vont venir le remplacer. Alors il y avait pas mal de vieux, en particulier des vieux juifs, qui commencent à dire, non, mais si on casse, on sera poursuivi pour délit. Là maintenant la guerre est finie, ils vont d'un jour à l'autre, ils vont nous libérer. Mon père, qui parlait le français comme ça, il s'est énervé, il a dit, vous êtes toute une bande de cons. Et les Allemands vont venir, ils nous emportent en Allemagne, mais les Landini en Allemagne, ils n'iront pas. On s'évadera en route. Mais vous irez y crever en Allemagne. Mais ça n'est resté là. Et quelques temps plus tard, on les avertit qu'ils partaient en déportation. Ils les ont fait monter dans le train. En arrivant au Muy, où je suis né, mon père et mon frère, ils ont réussi à sauter par une fenêtre. Ils sont partis en courant, poursuivis par des Italiens qui leur tiraient dessus. Et ils ont fait 700 ou 800 mètres. Ils étaient à 50 ou 100 mètres de la forêt. Mon frère tombe, mon père était devant. Il voit son fils tomber, il a pensé qu'il était touché. Il est revenu en arrière. On les a attrapés tous les deux. Mon frère venait de s'évanouir. Il avait passé 8 mois sans bouger. Alors bon, une course de 800 mètres, ça l'avait plus qu'usé. Et ils les ont ramenés là. Et puis là, ils les ont pris. Et ils les ont emmenés jusqu'à... Parce qu'ils étaient à Toulon, ils les ont emmenés à Dijon. À Dijon, ils ont rangé le wagon dans lequel ils étaient, parce que le wagon n'était pas plein. Ils attendaient qu'il arrive un autre train avec des gars qu'on déportait pour les mettre dans le même train. Mon père et mon frère, ils ont commencé à parler avec des cheminots, et puis les cheminots lui ont dit, bon ben, passez par la fenêtre. Mon frère avait d'abord été, il était sorti, il est allé au bar. Et puis au type du bar, il lui a dit, mais nous, on ne veut pas être déportés, on veut s'en aller. Oh, ne me parlez pas de ça, moi. Moi, je ne veux pas d'emmerdement avec personne. Faites ce que vous voulez, je ne veux rien savoir. Au bout d'un petit moment, il arrive un cheminot, il dit, vous voulez aller où? Ça veut dire que le type avait parlé, hein? Vous voulez aller où? Ben, on a toute la famille en Creuse, on va aller les rejoindre. Alors on dit, bon, ben, vous me suivez, quand je vous fais un signe comme ça, vous montez dans le wagon, vous mettez du charbon dans le moteur. 6 jours et 6 nuits, ils ont envoyé d'un train à l'autre, et au bout de 6 jours et 6 nuits, ils sont arrivés en Creuse. Moi, entre-temps, j'avais donc pris contact avec le maquis, je suis allé faire des déraillements, mais j'étais avec mes parents. Et eux, ils étaient pour une quinzaine de maquisards,
et qu'il passait une dizaine ou 12 jours dans un village, pris en charge par les paysans, et puis au bout d'une dizaine de jours, ils partaient, on ne savait pas où ils étaient partis à 15 km de là, dans un autre village. Et moi, ils m'ont dit, nous on est déjà beaucoup, tu restes chez toi. Et chaque fois qu'on va faire une opération, on viendra te prendre. Et c'est là que j'ai fait 3 déraillements avec eux, mais surtout ce qu'on a fait, c'était que les Allemands réquisitionnaient du bétail pour l'emmener chez eux. Et il y avait à la gare, une petite gare à côté de où il y avait ma famille, il y avait une gare de triage, c'est-à-dire que c'était une voie unique, c'était le Paris-Bordeaux, voie unique. Et dans des villages, il y avait quelques voies. Alors, le train, il arrivait, il venait sur cette voie, et l'autre passait, quand il était passé, il reprenait la même voie de chemin de fer. Et là, ils étaient donc dans les voies, et ils ont réussi, merde, je me perds maintenant, ils ont réussi à nous joindre en Creuse. Entre-temps, moi, j'avais fait des relations avec les FTP, et j'ai emmené mon frère, pas moi, le responsable du groupe de la quinzaine, là, il a emmené mon frère à Limoges, où il y avait l'état-major des FTP-F. Et à Limoges, il a discuté de ce qu'il a vu. On le voyait dans l'état encore qu'il était, un an après, il était encore défiguré. Moi, quand je suis sorti de prison, j'avais un morceau de cloison nasale qui me pendait jusqu'ici. Il n'y a qu'à voir un petit peu dans l'état où il te mettait. Et mon frère, il est allé et ils lui ont dit, écoute, nous, on aurait besoin de gars qui ont une certaine maturité, des militants. Il faudrait que tu partes à Lyon. On a à Lyon des équipes formidables de jeunes, beaucoup de petits jeunes. Et si tu as un moment, je te ferai voir quelques photos là, de jeunes de 18-20 ans qui tous ont été tués. Donc c'est sur ces propos de Léon Landini que s'achève ce premier épisode. À très bientôt pour la suite. Thank you.